Bonjour à tous, aujourd'hui on va résoudre cet exercice sur la cartographie. Donc comme vous pouvez le constater, on nous a donné une carte ici. Donc on nous dit ceci, le document ci-dessous représente une portion d'une carte topographique. La première question, on nous dit, sans le reproduire, légendez-le à partir de la numérotation. Donc les numérotations qu'ils ont données sur la carte. 2. Calculer l'équidistance de ce document après l'avoir défini. 3. Quelles sont les formes de relief qui traversent ce trait de coupe? Donc, le trait de coupe AB. 4. Sachant que les bords latéraux de cette carte mesurent 1,2 km. On demande, petit a, de calculer l'échelle numérique correspondante. B. D'en déduire l'échelle graphique. 5. Quelle est l'altitude d'un point quelconque situé sur le 1 du document? 6. Donner l'allure du profil topographique le long de AB. 7. Déterminer si possible la pente qui existe entre les points C et B. Donc, voilà donc notre travail d'aujourd'hui, mes amis. Donc, on commence la résolution. Donc, ici, on nous a demandé de, sans reproduire le document, de légender à partir de la numérotation. Donc, nous avons les numérotations qui sont là. Numérotation 1 qui correspond à ça. Numérotation 2 qui correspond à ça. Numérotation 3 à ça. Et 4 à ça. Maintenant, on va commencer. Donc, nous sommes à la question 1. Solution. Solution de point. Nous sommes à la question 1. On peut dire légende. Légende. Donc, on va légender à partir des numérotations qu'on a données. On a 4 numérotations ici. Numérotation 1, numérotation 2, 3 et 4. Donc, on va donner cela. On commence par la numérotation 1. La numérotation 1, c'est une courbe de niveau intercalaire, comme on peut le constater ici. Dans le cours de la cartographie, on nous a dit que la courbe de niveau intercalaire est représentée par des pointillés et se situe toujours entre deux courbes de niveau, normale ou bien maîtresse, peu importe, mais représentée par les pointillés. Donc, numérotation 1, courbe de niveau intercalaire. Courbe de niveau intercalaire. C'est bon, on passe à la numérotation 2. La numérotation 2, c'est ça. Ça, c'est une courbe de niveau normal. On appelle ça courbe de niveau normal. Les courbes de niveau normal, ce sont des courbes qui sont représentées d'une manière fine. C'est bon? Donc ici, l'élément 2 ici, c'est la courbe de niveau normal. Donc, de courbe de niveau normal. Courbe de niveau normal. Bon. On continue avec la numérotation 3. C'est la courbe de niveau maîtresse. Comment repérer une courbe de niveau maîtresse? Elles sont représentées d'une manière un peu, disons, insistée ou bien d'une manière claire avec des altitudes. C'est bon? Dans une carte, si vous voyez une courbe représentée de cette manière-là, un peu plus noire, avec son altitude au milieu, il s'agit d'une courbe de niveau maîtresse. Donc, l'élément 3, c'est la courbe de niveau maîtresse. 3, courbe de niveau maîtresse. Courbe de niveau maîtresse. On a fini avec l'élément 3. On prend l'élément 4 qui correspond à ce point-là. Ce point-là, on l'appelle le point côté. C'est bon. Si vous voyez dans une carte topographique, on a représenté un point avec une altitude. Il s'agit d'un point côté. Donc, élément 4, point côté. 4, le point côté.
Donc voilà, donc on vient de finir avec la question numéro 1. On vient de donner les légendes à partir de la numérotation. On nous dit à la question 2, calculer l'équidistance de ce document après l'avoir défini. Donc, on doit d'abord définir l'équidistance et calculer l'équidistance de ce document. Donc, nous sommes à la question 2. Question 2, l'équidistance. Donc, l'équidistance ici, c'est une distance verticale constante séparant deux courbes de niveau sur une carte topographique. Donc, c'est cette distance-là, la distance verticale constante séparant deux courbes de niveau consécutifs. Donc, c'est l'espace-là. Les espaces que vous voyez entre les courbes de niveau là, on les appelle l'équidistance d'une manière verticale, pas d'une manière horizontale. D'une manière horizontale, c'est l'écartement. D'une manière verticale, c'est l'équidistance. Donc, les espaces que vous voyez là, on les appelle les équidistances. Donc, c'est une distance séparant verticale constante, séparant deux courbes de niveau consécutifs sur une carte topographique. Donc, on va dire c'est une distance verticale constante séparant deux courbes de niveau consécutif sur une carte topographique. Donc, voilà. Je viens donc de donner la décision. On vient donc de donner la définition de l'équidistance ici consécutive, excusez-moi, autant pour moi. Il s'agit des deux courbes de niveau consécutives et le de consécutif. D'abord, pour calculer l'équidistance, il faut d'abord appliquer cette formule. L'équidistance est égale à la différence d'altitude, c'est-à-dire l'altitude le plus élevée moins l'altitude la plus basse sur le nombre d'intervalles séparant les deux altitudes prises dans notre carte. Donc ici, pour calculer l'équidistance ici, si vous voulez, vous pouvez prendre l'altitude de la courbe de niveau qui c'est du point B, qui est 600 mètres, moins l'altitude du point côté là. Mais vous prenez ça en valeur absolue pour avoir quelque chose de positif. Ou si vous voulez, vous prenez tout simplement 700 mètres moins 600 mètres. Les deux altitudes là, c'est la même chose. Ça va donner la même réponse. Donc, dans mon cas, je vais prendre 700 mètres moins 600 mètres pour ne pas trop se tracasser pour trouver le nombre d'intervalles. Donc, l'équidistance est égale à l'altitude le plus élevée ici qui est 700 mètres sur ma carte, moins l'altitude la plus basse qui est 600 mètres sur ma carte ici, et sur le nombre d'intervalles séparant ces points. Les nombres d'intervalles, ce sont les nombres de vides là que je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, sur le nombre d'intervalles, le nombre de vides là séparant ces deux points. Donc, l'équidistance est égale à l'altitude la plus élevée moins l'altitude la plus basse sur le nombre d'intervalles séparant ces deux points. Donc, pour appliquer tout simplement, je vais faire ceci. L'équidistance sera égale l'altitude la plus élevée chez moi ici. J'ai préféré prendre 700 mètres. Mais d'autres peuvent prendre 132. D'autres peuvent prendre 1032 et soustraire avec 600. Donc, 700 moins 600 sur le nombre d'intervalles séparant les deux points. Le nombre d'intervalles ici, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez juste compter ces espaces-là.
C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 sur 5. Donc, je vais donc appliquer 700 moins 600, ça donne 100. Donc, est égal à 100. 100 divisé par 5. 100 divisé par 5, on obtient 20. L'équidistance s'exprime en mètres parce que ces distances-là sur la carte sont en mètres. Donc, l'équidistance est égale à 20 mètres. Viens donc de trouver l'équidistance. Donc, voilà donc pour la question 2. Bon, à la question 3, on nous dit quelles sont les formes de relief que traverse le trait de coupe AB. Donc, le trait de coupe AB est là. Quelles sont les formes de relief qu'on trouve de A à B? Normalement, notez que lorsqu'on parle des formes de relief ici, on voit les montagnes, les vallées, les collines, les plaines, les plateaux. Non, il existe aussi ce qu'on appelle par les éléments du relief. Lorsque je parle des éléments du relief, je parle des talwegs, de lignes de crête, des falaises, par exemple. C'est de ça que je parle. Mais il arrive que dans certains documents, on confond les formes de relief, ou bien dans certains cours aussi, on confond les formes de relief et les éléments du relief. C'est bon? Tel que là. Normalement, les formes de relief qui traversent le trait de coupe AB, nous avons ici la vallée et la montagne. Parce que lorsqu'on a des courbes de niveau avec une forme circulaire et dont le point côté a une altitude supérieure à 1000 mètres, c'est le cas ici, on parle généralement de la montagne. C'est bon? Donc, nous avons normalement 2 à 3 formes de relief ici. Comme on a la présence de la falaise ici, parce que ça, c'est une falaise. Hein. En cartographie, la falaise se représente comme ceci, 2 courbes de niveau maîtresse de part et d'autre et des hachures ou des pointillés au milieu. Ça, c'est la falaise. Donc, comme on a la falaise ici, généralement, quand on a une falaise, il y a la présence aussi d'une plateau. C'est bon? Donc, on a 3 formes de relief ici. Donc, forme de courbe de niveau circulaire ici, avec une altitude supérieure à 1000 mètres, c'est la montagne. Une falaise, généralement, c'est le plateau, et des courbes de niveau qui descendent jusqu'ici, avec des courbes de niveau qui rebroussent chemin au passage du Talweg ou de la rivière qui est ici. On parle normalement là de la vallée. C'est bon. Donc, on a 3 formes de relief, la vallée, le plateau et la montagne. Maintenant, il peut arriver que dans certains documents, on confond avec des éléments du relief. Il peut arriver que vous pouvez aussi dire qu'on a les versants, la falaise, le versant et la falaise ici. C'est bon? Donc, vous pouvez dire cela. Mais ici, moi, je m'arrête seulement sur les formes du relief, pas les éléments du relief, parce que la falaise et les versants sont des éléments du relief et non la forme du relief. Or, dans l'exercice, on m'a demandé la forme des reliefs. Donc, je vais parler de la montagne, du plateau et de la vallée que j'ai ici, de A à B. Donc, forme du relief. Nous sommes à la question 3. 3. Forme du relief. 2 points. Nous avons une montagne, qui a une altitude de 1032 mètres ici. On a dit que c'est une montagne parce que l'altitude est supérieure à 1000 mètres. Lorsque l'altitude est inférieure à 1000 mètres, il s'agit d'une colline. Donc, en montagne, nous avons aussi le plateau qui se justifie par la falaise qui est ici. Un plateau. Et le versant, parce que notre point B ici se situe sur une courbe de niveau qui rebouche chemin au passage du Talweg ou bien de la rivière qui est ici. Donc, la ligne qui est au milieu là. Donc, on a aussi une vallée. Donc, une vallée. Voilà, on vient de répondre à la question 3. On passe à la question 4.
Bien, à la question 4, on nous dit, sachant que les bords latéraux de cette carte mesurent 1,2 km, on demande, petit a, de calculer l'échelle numérique correspondante. Donc, les bords latéraux, ce sont ces bords-là, donc la largeur, je peux dire la largeur de notre terrain qui est en forme rectangulaire ici, donc la largeur là, on nous dit que ces largeurs-là, en terrain réel, sur la surface réelle, mesurent 1,2 km. Donc, on nous demande de calculer l'échelle numérique de cette carte. Les bords latéraux, ce sont la largeur de notre terrain rectangulaire qui est là. Donc, l'échelle numérique, on sait que l'échelle numérique est égale à la distance sur la carte sur la distance sur le terrain. Et notez que l'échelle numérique ici est une fraction dont le numérateur est toujours égal à 1. C'est bon, et l'échelle numérique n'a pas d'unité. Donc, on a la distance sur le terrain qui est de 1,2 km, qu'ils nous ont donné dans l'exercice. On va trouver la distance sur la carte pour pouvoir trouver l'échelle numérique, parce qu'on n'a pas la distance sur la carte. Maintenant, comment faire pour trouver la distance sur la carte ici? On se réfère seulement à ce qu'a dit l'exercice. Sachant que les bords latéraux de cette carte mesurent 1,2 km. Donc, les bords latéraux, c'est ça. Sur le terrain, ça mesure 1,2 km. Donc, pour trouver aussi la distance sur la carte ici, on va juste mesurer les bords latéraux là avec notre règle graduée. C'est bon? Donc, on va prendre la règle graduée. On place notre règle graduée sur les bords latéraux. Donc, 0, nous sommes et on trouve une mesure d'environ 1,5 cm. Donc, on vient de trouver notre petit d, c'est 1,5 cm. Petit d ici sera égal à 1,5 cm. Petit d est égal à 1,5 cm. Maintenant, 1,5 cm, on va arrondir ça. 1,5 cm, comme le nombre qui vient après est égal à 5, donc c'est environ 6 cm. Donc, on arrondit à 6 cm, c'est bon? Donc, on va donc calculer notre échelle numérique. L'échelle numérique ici est égale à 6 cm sur 1,2 km. Or, l'échelle numérique n'a pas d'unité. Pour qu'on ne puisse pas avoir d'unité ici, on doit aussi convertir 1,2 km en centimètres pour pouvoir simplifier les centimètres. Donc, on va faire ceci, est égal à 6 cm, on garde 6 cm. 1,2 km, si je le convertis en centimètres, ça me donne ceci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On m'a encore dit que l'échelle numérique est une fraction qui a toujours pour numérateur ici 1. Pour trouver 1 ici, je vais devoir diviser le numérateur et le dénominateur par 6. 6 divisé par 6, 1. 120 000 divisé par 6. 120 000 divisé par 6 me donne ici 20 000. Donc, j'aurai l'échelle numérique ici est égal à 1 sur 20 000. Donc, voilà, donc, je viens de trouver mon échelle numérique. Maintenant, à la question B, on nous demande de donner l'échelle graphique. Bien, à la question B, on nous demande de déduire l'échelle graphique. Comme vous le savez, on vient déjà de trouver l'échelle numérique qui est là, hein, 1 sur 20 000. C'est bon, donc on nous demande de donner l'échelle graphique. Qu'est-ce que l'échelle graphique? L'échelle graphique ici fait seulement la correspondance entre la distance cartographique et la distance réelle, mais sur une échelle, ou bien, disons, une droite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On sait que notre échelle numérique ici est égale à 1 sur 20 000. C'est bon? Donc, normalement, on sait que le 1 là s'exprime en centimètres et le 20 000 là aussi est en centimètres. C'est bon? Mais l'échelle numérique n'a pas d'unité. Mais on sait que lorsqu'on a fait nos calculs ici, ces deux nombre là, celui qui est au numérateur et au dénominateur là s'exprimait en centimètres. C'est bon? C'est juste qu'on a fait des simplifications ici. Donc, l'échelle graphique correspond à quoi? On va seulement traduire ce qu'on voit ici et tracer une échelle. Donc, normalement ici, on peut dire que 1 centimètre équivaut à
20 000 centimètres. Mais comme ça, il n'y a pas de sens. Or, pour faire la correspondance entre la distance cartographique et la distance sur le terrain, la distance cartographique c'est en centimètres, la distance sur le terrain c'est en kilomètres, il faut qu'on ait une distance qui est en centimètres et autre en kilomètres. Donc, c'est la distance qui est au dénominateur là qu'on va devoir reconvertir encore en kilomètres. C'est bon? Donc, ça, c'est la distance sur le terrain qui se trouve au niveau de la distance sur la carte. Ça, c'est la distance sur la carte qui se trouve au niveau du numérateur. La distance sur le terrain se trouve au niveau du dénominateur. Donc, on va devoir convertir encore la distance sur le terrain en kilomètres et faire en fait la correspondance. Donc, 20 000 centimètres en kilomètres donne 0,2 kilomètres. Donc, 1 centimètre équivaut à 0,2 km. C'est bon? Donc, là, on vient de trouver donc la correspondance. Il nous reste seulement de tracer 1 centimètre avec notre règle graduée pour montrer que 1 centimètre sur la carte vaut 0,2 km sur le terrain. Donc, on prend la règle. On va tracer en centimètres comme ceci. En centimètres, fait ceci. Là, c'est 0. Là, c'est 0,2 km. Et on va dire 1 centimètre. Donc, cette représentation-là veut dire tout simplement que 1 centimètre sur la carte vaut 0,2 km sur le terrain. Donc, voilà donc notre échelle graphique, c'est ça. On vient de donner notre échelle graphique. Donc, on passe donc à la question suivante. La question 5, on nous dit quelle est l'altitude d'un point quelconque situé sur le 1 du document. Le 1 du document, c'est ici. Donc, au niveau de la courbe, le niveau intercalaire, c'est bon. Donc, pour trouver l'altitude d'un point situé au niveau de la courbe intercalaire, il faut d'abord comprendre ceci. Je vais d'abord expliquer une chose. Généralement, lorsqu'on a l'équidistance, l'équidistance sert ici à trouver les différentes altitudes des points situés au niveau de courbe de niveau, que ce soit normal, maîtresse ou intercalaire dans notre surface topographique. Donc, je prends par exemple cette altitude-là, 600 mètres. Si on me demande de trouver l'altitude de cette courbe de niveau normale, je vais juste faire 600 mètres moins l'équidistance. Notre équidistance ici, c'est 20. Donc, 600 mètres moins 20 pour trouver l'altitude de cette courbe de niveau normal. Pourquoi? Parce que cette courbe de niveau normal est située en bas de cette altitude-là. Et ainsi de suite. Si on me demande de trouver l'altitude de cette courbe de niveau, je vais juste faire l'altitude de la courbe de niveau normal que j'ai trouvé ici, moins 20. Maintenant, ici, si on me demande de trouver l'altitude de cette courbe de niveau qui est située au-dessus de 600 mètres de cette courbe de niveau normal, maîtresse plutôt, je vais juste faire 600 mètres plus l'équidistance. Donc, je vais trouver ici 620 mètres. Ainsi de suite jusqu'à ici. Maintenant, avec les courbes de niveau intercalaire, c'est un peu différent. Avec les courbes de niveau intercalaire, dans le cours, on nous a dit que les courbes de niveau intercalaire sont situées à 1/2 de l'équidistance. Donc, tout point qui se trouve ici est situé à 1/2 de l'équidistance. Maintenant, comment est-ce que je vais trouver l'altitude ici? Je vais juste faire ceci. L'altitude de ce point sera égale à 700 mètres plus 1/2 de l'équidistance. Donc, je ferai ceci. L'altitude d'un point situé à l'élément 1 qui est la courbe de niveau intercalaire est égal à 700 plus 1/2 de l'équidistance. C'est bon. Mon équidistance ici, c'est 20. Donc, l'altitude de ce point est égale à 700 plus 20 sur 2. 20 sur 2, ça donne 10. Donc, mon altitude ici sera égale à 700 plus 10, qui est égal à 710.
Donc, l'altitude de quelconque d'un point situé sur le 1 du document est 710. Donc, altitude 710. Voilà donc pour la question 5. Bien, nous sommes donc à la question 6 où on nous demande de donner l'allure topographique le long de AB. Donc, donner l'allure topographique ce trait de coupe là, AB. On doit donner l'allure topographique de ce trait de coupe AB. Donc, pour donner l'allure topographique ici de AB, qu'est-ce qu'on va d'abord faire? D'abord, vous devez faire comme j'ai fait ici, tracer deux droites parallèles. C'est bon? En dessous de ces deux droites parallèles, on va mettre l'extrémité, les deux extrémités de notre segment ici, ou bien notre droite AB. Donc, on peut mettre A ici et B là. Maintenant, sur chacune de ces droites, là où j'ai mis le tiret là, on va en fait mettre toutes les altitudes des courbes de niveau maîtresse que nous avons en allant de A jusqu'à B. C'est bon? Donc, les altitudes des courbes uniquement situées sur les courbes de niveau maîtresse, pas intercalaires, en allant de A jusqu'à B. Donc, par exemple, ici, de part et d'autre, notre trait de coupe ici commence à B, parce que là, on monte, suivant le sens de notre versant, donc, on monte de 600 vers 1032. Donc, ça commence donc à B. À B, nous avons l'altitude de 600 mètres. Donc, de part et d'autre, je vais mettre 600 mètres ici et 600 mètres là. Maintenant, je vais encore chercher après 600 mètres une autre courbe de niveau maîtresse. Donc, j'ai ici 1, 2, 3, 4 courbes de niveau normal. Après, j'ai encore une courbe de niveau maîtresse qui a pour altitude 700 mètres. Donc, je vais aussi mettre de part et d'autre 700 mètres, 700 mètres. Je continue encore. Je continue. 1, 2, 3, 4 courbes de niveau normal. J'ai encore une courbe de niveau maîtresse ici qui correspond à notre falaise. Disons la falaise est constituée de deux courbes de niveau maîtresse. Entre les deux courbes de niveau maîtresse de la falaise, on trouve normalement quatre courbes de niveau normal. Donc là où vous regardez les hachures là, ou bien les pointillés là, se trouvent quatre courbes de niveau normal. Donc là, on va venir là après. Pour l'instant, nous sommes d'abord au niveau de cette courbe de niveau maîtresse là. Comment faire pour trouver son altitude? C'est comme je vous ai expliqué en amont. Pour trouver son altitude, on va seulement additionner 700 mètres qui est ici avec notre équidistance jusqu'à arriver à cette courbe de niveau maîtresse. Donc, on fera ceci. 700 mètres plus l'équidistance. On va pas gérer cette courbe de niveau intercalaire parce que cette courbe de niveau intercalaire est située à 1/2 de l'équidistance. Donc, 700 mètres plus 20 mètres. Ici, on trouve 720 mètres plus 20 mètres encore. On continue jusqu'à quand on va atteindre la courbe de niveau maîtresse qui se trouve là. On trouve 740 plus 20 mètres, 760 plus 20 mètres, 780 et on arrive ici. Nous sommes à 800 mètres. Donc, 800 mètres de part et d'autre. Continue. On doit maintenant trouver l'altitude de cette courbe de niveau maîtresse. Comme je vous ai dit en amont que entre les courbes de niveau maîtresse de la falaise se trouvent quatre courbes de niveau normal. Donc ici, on a quatre courbes de niveau normal. On va faire la même chose qu'ici avec le courbe de niveau normal qui était bien illustré ici. Donc, on va compter. Nous sommes ici à 800 mètres. 800 mètres plus 20, 820 plus 20, 840 plus 20, 860 plus 20 encore, 880 et plus 20, nous sommes à 900 mètres. 900 mètres de part et d'autre. 900 mètres
Maintenant, quand on arrive ici, aux environs du point A, là, on va trouver l'altitude de cette courbe de niveau maîtresse en fonction du point côté que nous avons ici et de l'altitude de la courbe de niveau maîtresse que nous avons sur la falaise. Là, nous sommes à 900 mètres. Sur le point côté, nous sommes à 1032 mètres. Donc, l'altitude de cette courbe de niveau maîtresse est comprise entre 1032 et 900 mètres. Donc, on peut estimer ici, ça se trouve aux environs de 1000 mètres. Donc, on va prendre 1000 mètres ici. Donc là, 1000 mètres. Là aussi, 1000 mètres. Maintenant, comme nous avons aussi un point côté ici, qui a pour altitude 1032. Au lieu de mettre 1032, on doit prendre une altitude qui est assez supérieure à 1032. Donc, en général, on va prendre ici 1100 mètres. Donc, 1100 mètres, 1100 mètres. Parce que entre 1100 mètres, de 1100 mètres à 1000, on peut facilement trouver 1032. Donc, 1032 est comprise ici. Donc, on prend ça. Et une fois qu'on a trouvé les altitudes, qu'on a placé les altitudes sur nos deux droites parallèles, on va donc faire l'orientation du trait de coupe de notre trait qui est ici AB. Donc, on va faire cette orientation. Pour faire cette orientation, on doit utiliser ce qu'on appelle par la rose de vent. Donc, normalement, il faut avoir une rose de vent qui est d'une forme un peu circulaire pour trouver le trait de coupe ici. Mais vu qu'on n'a pas le matériel, je vais vous présenter une autre manière de procéder. Donc, comme ici, j'ai tracé une rose de vent ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste voir le sens ou bien la position de notre, disons la position de notre trait de coupe ici, AB. On va voir par rapport à la position de notre trait de coupe ici et notre rose de vent. Quelle est la droite, disons la position qui convient sur la rose de vent ici. Tel que je vois ici, AB, c'est vertical, mais un peu penché. Maintenant, on va voir sur la rose de vent ici, la direction qu'il faut donner avec lorsqu'on a une droite qui est un peu penchée, verticale et un peu penchée. Donc, on voit ici, nous avons plusieurs indications ici, telles qu'ici, ouest-nord-ouest et est-sud-est. C'est bon. Donc, on va voir. Je constate que le trait de coupe AB ici, qui est vertical et un peu penché, correspond un peu avec l'indication nord-ouest, nord-ouest et est-sud-est ici. Si vous voyez bien, ils ont la même position en fait. Donc, c'est une manière de procéder que je vous montre en fait lorsque vous n'avez pas une rose de vent adaptée en fait. Donc, vous allez seulement regarder la position bien, disons la position de votre trait de coupe ici. Donc, je constate que la position de mon trait de coupe AB ici correspond avec la position du trait de coupe ou bien de la droite de la rose de voie qui est ouest-nord-ouest et est-sud-est. Donc, c'est-à-dire que c'est ça que je veux prendre maintenant. Je veux voir A se trouve dans quelle position ici sur ma carte topographique. Je vois que A se trouve vers le sens de ouest, nord-ouest par rapport à la droite de la rose de vent que j'ai choisi. Donc, A c'est ici, B est là, au sud. B est dans le sens de est, sud, est. Donc, sur la droite, sur les deux droites que j'ai tracées ici, au niveau de la droite de A, je vais mettre ouest, nord, ouest. Et au niveau de la droite de B, je mettrai est, plutôt, sud, est. Donc, voilà, je viens de faire l'orientation du trait de coupe. Maintenant, il nous reste seulement ici à donner l'allure, en fait,
de notre profil topographique ici. Bon, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire ici? Je veux juste voir les altitudes que j'ai placées de part et d'autre de mes deux droites ici et comparer avec la disposition de ma carte. Donc, là, je vois par exemple le trait de coupe qu'on nous a donné de faire, le trait de coupe AB, son altitude supérieure normale ici commence à environ 1000 mètres qu'on a pris aussi au niveau, ici au niveau du point A. Donc 1000 mètres à 1000 mètres, je suis ici. De part et d'autre, 1000 mètres, je peux faire ceci. Donc ça commence ici. C'est là que se trouve le point A. Si vous voyez bien sur notre profil topographique, le point A se trouve à 1000 mètres, quand on a trouvé d'après nos estimations, donc 1000 mètres. Pourquoi? Parce que la même altitude que nous avons ici, c'est la même altitude qu'on va trouver au point A, parce que cette courbe de niveau est circulaire, c'est bon? Donc, 1000 mètres, nous sommes ici. De 1000 mètres, on passe à l'altitude de notre point côté ici, qui est de 132 mètres. Donc, on va monter. Donc, 1032 mètres plutôt, excusez-moi, 1032 mètres plutôt, on va se trouver à environ là. On monte 1032 mètres. Et d'après le coulement de notre trait de coupe, on va encore retomber vers 1000 mètres. On descend encore. À 1000 mètres, on va tomber à 900 mètres. Là où se trouve la courbe de niveau, la première courbe de niveau maîtresse de notre falaise là. Donc, on descend encore. On peut faire ceci. On fait ceci. Après viendra la courbe de niveau maîtresse qui a pour altitude 800 mètres. Donc, cette courbe de niveau maîtresse. Donc, on descend encore. Puis, on va tomber à la courbe de niveau maîtresse qui a pour altitude 700 mètres. Donc, là, on descend encore. Et enfin, on va tomber à la dernière courbe de niveau maîtresse où se situe le point B qui est à 600 mètres. Donc, jusque là, c'est là que s'arrête notre profil topographique. Donc, voilà, donc on vient donc de donner l'allure de notre profil, de notre trait de coupe. Et généralement, quand on fait comme ça, on précise toujours l'échelle. Notre échelle ici est de 1 sur 20 000. Et la dernière question, on nous demande de trouver la pente qui existe entre les points C et B. Donc, les points C et B sont là. On nous demande de trouver la pente qui existe entre ces deux points. Bon, il faut savoir ici, pour calculer la pente, normalement, nous avons deux formules. La première formule est P est égal à la dénivellation qui correspond à la différence d'altitude entre les points considérés sur la distance sur le terrain existant entre les deux points fois 100. Ça, c'est lorsqu'il s'agit de trouver la pente en pourcentage. Donc, pente en pourcentage. Et une autre formule, c'est P est égal à alpha est égal à tangente moins 1 de la dénivellation sur la distance réelle entre les deux points considérés. Là, c'est lorsqu'il s'agit de trouver la pente en degrés. Donc, pente en degrés. Mais là, comme on n'a pas précisé, on a le choix de prendre la formule qu'on veut. Donc, soit on peut trouver la pente en pourcentage ou en degrés. Mais moi, je veux prendre la formule de la pente en pourcentage. Donc, la dénivellation ici est égale à quoi ici? La dénivellation correspond à la différence d'altitude entre les deux points considérés ici, qui sont les points B et C. C'est bon? Donc,
Déjà, le point C, nous avons son altitude ici, c'est 600 mètres. Donc, pour le point C, le point B, 600 mètres. Nous avons déjà son altitude. Donc, il nous reste à trouver l'altitude du point C pour pouvoir calculer en fait la dénivellation et appliquer notre formule ici. Je sais qu'il nous manque encore la distance réelle. Ça aussi, on va trouver ça. Donc, on commence d'abord à trouver la dénivellation. Donc, on a l'altitude du point B. On va donc trouver l'altitude du point C. Pour trouver l'altitude du point C, c'est simple ici. On n'a qu'à faire 700 mètres plus le distance jusqu'à arriver au point C. Donc, 700 mètres plus le distance sur ce point, ça donne 720. Sur cette courbe-là, ça donne 740. Là, ça donne 760. Et quand on arrive au point C, ça fait 740 plus 20, ça donne 760 plus 20, ça donne 780. Donc, l'altitude du point C, c'est 780. Donc, pour trouver ça, on a juste fait l'altitude du point de la courbe de maîtresse qui a pour altitude 700 mètres plus l'équidistance jusqu'à arriver au point C. Donc, c'est bon. Tel que la courbe de niveau normal là, si on fait 700 plus 20, ou donc plus l'équidistance, nous sommes à 720. Ici, jusque plus l'équidistance, nous sommes à 740. Là, jusqu'à plus l'équidistance, nous sommes à 760. Et là, au point C, si on fait 760 plus 20, ça donne 780. Donc, voilà. Donc, on peut trouver donc la dénivellation ici, qui est notée H, est égale à 780 moins 600. Le 2 s'exprime en mètres. Donc, mètre. Donc, on peut dire la formule de la dénivellation ici, c'est donc C moins l'altitude de C moins l'altitude de B. Donc, quand on fait 780 mètres moins 600 mètres, on trouve 180 mètres. Donc, on vient donc de trouver la dénivellation ici, c'est 180 mètres. Maintenant, il nous manque la distance réelle entre ces deux points pour pouvoir appliquer notre formule ici. Donc, comment donc faire pour trouver la distance réelle? Là, on va encore se référer à l'échelle. On sait que l'échelle numérique est égale à la distance sur la carte sur la distance réelle. C'est là en train qu'il s'il s'agit de trouver la distance réelle ici, la distance réelle sera égale à la distance sur la carte sur l'échelle numérique. On a la distance sur la carte. La distance sur la carte, on peut le trouver juste en mesurant sur la carte avec notre règle graduée, la distance qui sépare le point C au point B ici. Donc, avec notre règle graduée. Donc, on prend 0. Voilà, ça donne environ 3,5. Ça donne 3,5. Ici, on ne fait pas des arrondis. Donc, si tu trouves une distance qui a des virgules, tu dois prendre toute cette distance-là sans faire des arrondis lorsqu'il s'agit de calculer la pente. Donc, la petite distance ici, petit d, est égale à 3,5. On vient de le trouver juste en mesurant la distance cartographique qui sépare le point C au point B avec notre règle graduée ici. Ça a donné 3,5. Donc, on a la distance sur la carte et on a aussi l'échelle numérique. L'échelle numérique ici, on avait trouvé est égal à 1 sur 20 000. Donc, on peut donc appliquer cette formule puisqu'on vient de trouver la distance sur le terrain avec la règle graduée et on a l'échelle numérique. Donc, on va juste faire ceci. La grande distance ici est donc égale à la distance sur le terrain qui est 3,5 sur l'échelle numérique qui est 1 sur 20 000. Donc, grand 2 sera égal
à cette fraction-là fois l'inverse de cette fraction. Donc, 3,5 sur 1 fois 20 000 sur 1. Donc, grand D est égal à 3,5 cm, parce que ces distances sont en centimètres, fois 20 000. Donc, on va juste appliquer. 3,5 cm fois 20 000, ça donne ici 70 000 cm. Donc, D est égal à 70 000 cm. Maintenant, nous avons déjà trouvé la dénivellation ici. La dénivellation est en mètres. Pour trouver la pente, il faut diviser la dénivellation par la distance réelle séparant les deux points et multiplier par 100. Donc, la dénivellation est en mètres. Donc, la distance réelle ici doit être en mètres pour pouvoir simplifier donc les mètres ici. Donc, et pouvoir diviser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va pas convertir la distance réelle en kilomètres comme on le fait d'habitude, mais ici, on va convertir ça en mètres parce que notre dénivellation ici est en mètres. On a trouvé 180 mètres ici. Donc, on convertit, si on convertit 70 000 centimètres en mètres, ça donne 700 mètres. 700 mètres. C'est bon? Donc, on vient donc de trouver la distance réelle qui est de 700 mètres. On peut donc appliquer notre formule de la pente. La pente est donc égale à la dénivellation qu'on a trouvée ici, 180 mètres sur la distance réelle séparant les deux points sur 700 mètres. On peut simplifier les mètres fois 100. Donc, on fait ici, si on fait 180, vous divisez par 700 mètres fois 100%, ça va nous donner ici 25. La pente ici, c'est en pourcentage, donc 25%. Donc, la pente ici est égale à 25%. Donc, voilà donc, c'était tout pour notre exercice.